le colonisateur français a vu qu'il ne pouvait plus maintenir les colonies françaises sous boisseau de domination comme elle le voulait, comme elle l'a toujours fait. Elle s'est précipitée à aller dans deux sens. Le premier sens, c'était de regrouper des Africains qu'ils avaient sous la main, qu'elle pouvait contrôler, qu'on a appelé des hommes au discours doux, au discours posé. Donc quand vous voyez, on commence à qualifier un leader africain qu'il est doux, qu'il est posé, il faut se poser la question de quel intérêt il sert. Et ce taxe de dirigeants-là a été caractérisé par Feu Félix Houphouët-Boigny et les Senghor au Sénégal. Et à l'autre, parce que pour eux, l'indépendance, c'était pas nécessaire de vouloir forcément dire à la France de partir. Pour eux, ça allait être suicidaire. Donc il fallait maintenir les relations avec la France, quitte à avoir des formes de sous-préfecture en Afrique, qui vont avoir des drapeaux pour donner au peuple que nous sommes souverains indépendants, et pourtant dans le fond, ce n'est pas ça. Voilà. Donc ils voulaient une indépendance formelle. Ça veut dire, formellement, on voit des institutions, on voit des drapeaux, mais dans le fond, ça reste la même chose. Justement, quand on dit formel, c'est pour pouvoir travailler à maintenir les mêmes 11 accords secrets coloniaux à travers lesquels la France a maintenu dans des chaînons nos dirigeants africains pour éviter toute forme d'indépendance. Donc des accords qui empêchent que tu recrutes tes militaires et tu les formes, des accords qui empêchent que tu ailles payer des armes là où tu veux, des accords qui empêchent que tu puisses disposer de tes ressources minières, des accords qui disent que ce sont les entreprises étrangères qui sont sur ton sol qui sont prioritaires, des accords qui te disent que chaque année, il faut faire le bilan de ton sous-sol et puis envoyer, et même tes impôts, où on estime que les bâtiments coloniaux, c'est du bien qu'on nous a fait. Donc, ça constitue une dette coloniale. Les mêmes accords qui permettaient aux colonisateurs de venir déployer son armée sur le territoire comme il faut, etc. Donc, l'autre axe, ceux qu'ils ont qualifié de dur, d'intransigeant, ou des moments, ils vont même jusqu'à dire qu'ils parlent trop. Ça, ce sont les leaders qui ont dit qu'ils ne veulent pas d'une indépendance formelle, mais d'une indépendance dans le fond. Et c'est Sékou Touré, c'est, comment dirais-je, Modibo Keïta, et c'est Daniel Ouézin Coulibaly. Et je vous rappelle que tous ceux qui ont eu le courage de dire qu'ils veulent cette indépendance fondamentale-là, ils ont été systématiquement assassinés. Par exemple, le cas de Daniel Ouézin Coulibaly, le 7 septembre 1958, si vous regardez, même sur le net, vous allez trouver qu'on a dit qu'il est mort de mort subite à l'arrondissement 12 de Paris. Vous prenez Modibo Keïta au Mali, tous les indices montrent que c'est quelqu'un qui doit avoir été assassiné. Oui. Sékou Touré, c'est pareil. Donc, c'est pour vous dire, oui, de façon directe, que l'orientation, pour pouvoir maintenir ce qui a été décidé dans l'espace AES, il faut que les peuples se mobilisent pour accompagner les chefs d'État, parce qu'il n'y a pas une autre voie que d'avoir une position de conquête, d'exigence de la souveraineté, que ce soit au plan économique, au plan politique, au plan sécuritaire, au plan culturel. Justement, Monsieur le Président, la question était de savoir comment est-ce que, au-delà de l'histoire qu'on connaît déjà, les chefs d'État de l'AES arrivent à gérer leurs relations avec ceux de la CEDEAO. Oui, justement, c'est pour vous dire que pourquoi j'ai défini ces deux axes. J'ai défini ces deux axes parce qu'arrivé à un moment donné, les colonies françaises dites dans une indépendance formelle n'ont pas pu éviter la mauvaise gouvernance et les mélanges du genre. D'où il y a eu des coups d'État. Et quand il y a eu les coups d'État, en 1975, les militaires qui se trouvaient au niveau de ces différentes têtes, de ces différentes têtes des pays-là, ont pensé qu'il fallait mettre en place des institutions qui pourraient permettre l'épanouissement économique et l'intégration sociale de ces pays. D'où Eyadema général, Feu Eyadema du Togo, Feu Moussa Traoré du Mali, Feu Lamizana du Burkina, Feu Séni Kounché, ainsi de suite, se sont retrouvés en 1975 pour mettre en place la CEDEAO. Mais maintenant, la relation qui doit relier l'AES à ces entités, c'est des relations de respect réciproque. Parce que ces entités, si véritablement dans le fond, elles travaillent pour l'épanouissement des peuples africains, il n'y a pas de raison qu'il y ait des oppositions. C'est parce que justement on a constaté qu'à un moment donné, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, c'est comme si elles ne répondaient pas d'elles-mêmes des aspirations des peuples africains, et c'est comme si c'était des gens qui étaient assis ailleurs.
qui buvaient leur petit café, qui se lèvent, ils donnent des instructions au chef d'État, on tire des ficelles invisibles et puis ils dansent. D'où les dirigeants de l'AES ont dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc la relation qui existe, ça doit être une relation de respect mutuel. S'il y a à mettre en place des éléments conjoints pour que les peuples puissent s'épanouir, ça peut être apprécié. C'est ce qui a fait que quand l'AES a été créée, la CEDEAO a voulu des rencontres, mais chaque fois, elle parlait du Mali de façon isolée, elle parlait du Niger de façon isolée, elle parlait du Burkina de façon isolée. Mais je pense qu'en mai 2024, elle-même, elle était obligée de se raviser parce que certains ont cru que c'était de la plaisanterie ou même, j'allais dire, de l'émotionnel auquel jouaient les chefs d'État de l'AES. Donc quand ils se sont rendus compte que c'est très sérieux et que nous sommes en train d'avancer, ils se sont rattrapés en mai 2024, je pense, où ils ont accepté de venir s'asseoir à Bamako en tant qu'entité CEDEAO pour parler à l'entité AES. Donc je pense que l'AES n'est pas fermée. Si une entité politique, organisationnelle quelconque venait à lui poser des préoccupations, ces préoccupations seront appréciées dans l'espace AES par les dirigeants, justement dans le même sens strict du respect de la conquête de notre souveraineté. S'il y a des choses qui peuvent être faites ensemble, les trois chefs d'État vont aviser. Et après le premier sommet tenu à Niamey, quel est le bilan que vous pouvez dresser à l'étape actuelle avant juste le second qui va se tenir à Bamako? Oui, le bilan ne peut qu'être un rappel, comme je l'avais dit. Premièrement, il y a, vous voyez, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Il y a la production des passeports AES. Il y a la production de la carte biométrique. Il y a également le fait qu'on ait validé les 2 projets ferroviaires qui doivent désenclaver les capitales et puis autoroutiers également qui doivent désenclaver les différentes capitales.